Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On va démarrer cette troisième séance de webinaire Insight OSV. Pour rappel, ce cycle de webinaire a été mis en place pour vous emmener des éclairages concrets sur la reprise de l'activité grâce à des témoignages de leaders de l'industrie ou d'experts du réseau OSV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Elbaz, Country Manager France de The North Face, qui va nous parler du redémarrage du business post-crise du Covid-19, notamment sur les sujets de la reconduction des gammes et de la digitalisation. Je vous invite à poser vos questions via le module de questions et puis Jérôme y répondra en fin de présentation. Bonjour Jérôme, comment vas-tu un jour et demi après le début de cette première étape du déconfinement? Bonjour à tous. Comme tout le monde, je pense que ça va un peu mieux. La seule chose qui ne va pas encore, c'est la coupe de cheveux parce que, comme tout le monde, pendant 2 mois, on n'a pas pu y aller. Je pense qu'après, tout le monde est content de commencer à pouvoir ressortir dans des conditions normales et surtout, l'industrie peut commencer à repartir et ça, c'est quand même un point important pour tout le monde, j'imagine. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et extrêmement vaste. Tout d'abord, je voudrais avoir une petite pensée pour Pascal Aymar, que je connaissais personnellement bien, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui nous a quittés la semaine dernière. Donc voilà, je voulais juste avoir un arrêt de 10 secondes sur cet aspect-là parce que pour moi, c'est quelqu'un qui me tenait à cœur et qui était extrêmement impliqué dans l'OSV et depuis sa création initiale. Donc voilà, juste un mot spécifique pour Pascal. Concernant le sujet qui nous préoccupe, c'est un sujet qui est majeur et qui est extrêmement complexe parce que ça rentre en ligne de compte un grand nombre de problématiques qui aujourd'hui sont difficiles à pouvoir évaluer et à pouvoir jauger dans les meilleures conditions possibles. La grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir un avant et un après Covid-19 ? Je pense que vous regardez les informations et c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre pleinement à cette question. Ce qu'on sait déjà à date, c'est que ça va générer un impact sur le consommateur, sur sa façon de vivre et aussi sur sa façon d'aborder, c'est-à-dire son approche de consommation. Donc, on sait que beaucoup de choses ont évolué, principalement sur le fait de retour sur des valeurs un petit peu différentes, avec une importance particulière donnée à des choses qui, dans une société de pleine consommation, n'étaient pas forcément mises en avant ou suffisamment mises en avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qu'on appréhende, c'est comment va redémarrer la situation suite à ce cataclysme, parce qu'on peut parler d'un vrai cataclysme pendant 2 mois dans tout le monde, puisque on est une marque mondiale, tout le monde a vécu exactement la même chose, et c'est vraiment quelque chose qui est à noter. C'est la première fois depuis très longtemps, puisqu'on parle depuis la guerre ou les crises précédente qu'on a ce genre d'approche et ce genre d'impact sur l'économie et sur nos business à nous. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on va devoir s'adapter, on va devoir changer, et on parle beaucoup d'un mot, on dit agilité, on dit la capacité de pouvoir s'adapter à cette évolution et à pouvoir aussi anticiper cette évolution pour le futur, parce que dans les études qui sont faites aujourd'hui, c'est pas un impact sur 2 mois ou 3 mois. Les études portent plutôt sur un impact violent à 18 mois, et après de savoir comment est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre, est-ce que c'est dans la normalité ou est-ce qu'on va devoir tous ensemble repenser la façon de travailler, la façon d'adresser les consommateurs, la façon de vendre nos produits. Il y a plein de questions qui sont effectivement sur la table et qui vont être
de première importance pour la suite des événements et pour la façon dont on va pouvoir gérer cette crise tous ensemble. Je pense que ce qui est important, c'est déjà de mesurer la crise étape par étape et on va dire par saison. Concernant le printemps 2020, les magasins ayant été fermés pendant plus de 2 mois, il est clair qu'il y a un impact direct sur les magasins, que ce soit sur les stocks, que ce soit sur les ventes. Je ne rentrerai pas en ligne de compte en discussion sur l'aspect gestion et possibilités que vous avez auprès des banques et auprès de l'ensemble des prestataires avec lesquels vous travaillez pour pouvoir trouver des solutions et des aménagements. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que sur le printemps 2020, on va avoir un impact maintenant, mais même si jamais on redémarre depuis lundi, les premiers chiffres qu'on a liés à ce redémarrage prouvent que le consommateur est aujourd'hui très précautionneux et très attentif et attentiste aussi. Donc, on ne peut pas s'attendre à un redémarrage équivalent à ce qu'on connaissait sur le printemps 2019 tout de suite. C'est-à-dire que les hypothèses de travail et les premiers chiffres disent que les premières semaines d'ouverture donnent des baisses par rapport à l'année -1. Alors, selon les pays, selon les typologies de distribution, on va dire de 30 à 60% de chiffre d'affaires en moins dans la partie physique magasin lors des réouvertures. Par contre, c'est les pays qui ont pu ouvrir un peu plus tôt jusqu'à présent voient un retour sur des choses, je dirais pas normales, mais en tout cas des baisses qui sont moins fortes que celles qu'on peut connaître dans les 2-3 premières semaines. Certains pays ont déconfiné depuis maintenant plus de 15 jours, 3 semaines, et ça permet de pouvoir mesurer cette évolution et la façon dont le consommateur reprend un peu confiance dans la partie vente et se rend en magasin à nouveau. Je crois que ce qui est important aussi de garder en tête, c'est aussi le mode de fonctionnement des magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, les magasins vont devoir s'adapter pleinement à cette nouvelle approche et à toutes ces mesures barrières. Ça veut dire que ça oblige à avoir des sens de circulation, à traiter de façon spécifique le flux en magasin, et ça ne permet pas, dans un premier temps, de pouvoir repartir à plein avec le potentiel maximum des magasins, même au-delà de l'aspect psychologique engendré par la crise auprès du consommateur. Donc, il y a ce redémarrage qui va être essentiel, et si on parle de la France, dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, c'est extrêmement important que le consommateur, quand il se rend en magasin, retrouve un niveau de confiance par ces mesures de sécurité qui seront appliquées. Et donc, nous poussons vraiment tous les magasins à mettre en place le maximum de protection pour le consommateur, parce que je pense que ça fera partie des éléments fondamentaux de redémarrage de ce business. Concernant l'hiver passé, on va dire que la plupart des magasins de ville et le business de ville a été plutôt protégé, parce que le confinement est intervenu à partir du 15 mars. Pardon. Le plus important, ce sont les stations et les stations d'altitude qui ont été extrêmement touchées par la partie finale de la station du business, parce que entre le 15 mars et on va dire début mai pour celles qui ferment le plus tard, c'est une partie assez significative de leur business, avec environ 25% de leur chiffre d'affaires fait dans cette période, et ils n'ont pas pu réaliser ce chiffre d'affaires parce que tout a été fermé. Donc on va dire que sur l'hiver passé, l'impact a été important principalement pour les stations d'altitude. Sur le printemps, les villes aujourd'hui sont effectivement touchées et le business a été impacté de par la fermeture.
Après, je pense que les projections qu'on a maintenant on va dire jusqu'en septembre, parce que l'été va durer un peu plus longtemps, on pense que les saisons précédentes, de par ce blocage, laissent à penser que l'impact va être quand même significatif sur le business pour Spring 20. Concernant l'hiver à venir, Fall 20, je pense que c'est un peu trop tôt pour en discuter, même si le niveau de confiance et la capacité des gens à voyager, parce qu'on est un pays très touristique, on ne va pas retrouver un schéma normal pour l'hiver 20 à venir. Donc, le principe est de savoir si jamais on va être à même ou pas au travers de la clientèle française, de pouvoir gérer au mieux une transition entre cette période de blocage actuelle qu'on a connue et un retour à la normale. On n'a pas la boule de cristal pour définir si Covid reviendra pas. Aujourd'hui, on doit travailler sur les hypothèses dynamiques pour permettre à nos entreprises, que ce soit revendeurs physiques, pure players ou marques comme les nôtres, de pouvoir gérer cette période de transition. Donc pour ça, si vous voulez, il y a un élément aussi important, je pense, à noter, c'est la partie pure player, donc tout ce qui est vente sur Internet, qui a subi lors de la première partie du confinement aussi une baisse, ce qui est assez surprenant parce qu'on aurait pu penser que c'était un refuge par rapport à la vente physique, magasin. Par contre, ça a redémarré depuis avril en présentant des chiffres qui sont sans être à l'explosion positive, mais qui sont significativement OK. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en ligne de compte. Et je pense que aujourd'hui, toute l'industrie s'est mise en place pour pouvoir gérer cette omnicanalité, alors que ce soit des click and collect, que ce soit des gens qui sont physical et digital en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une approche multicanale qui est importante à avoir parce que ça permet aussi de pouvoir lisser cette situation au mieux. Concernant l'approche sur les gammes, je pense que ce qui est important, c'est le travail qui est fait, je pense, par l'ensemble des marques maintenant, pour permettre, premièrement, d'avoir une reconduction d'un maximum de produits d'une saison à l'autre et pour éviter une obsolescence trop rapide compte tenu des stocks qui vont vraisemblablement rester en magasin, sauf à avoir un redémarrage incroyable en juin et juillet, mais je pense qu'il faut considérer que la situation de cet été sera de toute façon compliquée à gérer. Donc l'objectif, en tout cas, est d'arriver à gérer dans nos portefeuilles de produits une augmentation du nombre de produits reconduits d'une saison sur l'autre pour éviter une obsolescence trop rapide de ces produits et donc de permettre à l'ensemble de la distribution de pouvoir continuer à vendre ces produits, pas sur une saison, mais sur peut-être 2 saisons. Donc ça, c'est un des premiers axes. Après, je pense qu'il y a pas mal de sociétés, dont la nôtre, qui aussi a décidé de décaler des introductions pour permettre de pouvoir d'éviter de créer trop de demandes sur de la nouveauté et donc de rendre obsolètes les stocks. Donc on a plutôt travaillé sur des notions de repousser un certain nombre de choses sur soit un trimestre supplémentaire, soit aussi sur la saison d'après pour permettre de pouvoir réguler cet aspect-là et donc de donner une valeur au stock de magasin qui soit pas rabaissé trop rapidement par l'introduction de nouveautés massives. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont relativement importants. Et après, je pense que on travaille aussi beaucoup, et je pense que les marques l'ont fait aussi, sur l'aménagement des carnets de commandes sur l'hiver 20. Et je pense que ça va faire partie de... Alors, ça a été fait déjà sur le reste à livrer de Spring 20, c'est-à-dire que
je pense que toutes les marques ont contacté les revendeurs pour savoir quelles étaient les possibilités, est-ce qu'elles souhaitaient encore recevoir des produits ou pas. Donc ça, c'est la responsabilité aussi de chacune des marques, parce que chacune des marques a son approche spécifique. Mais en tout cas, c'est des éléments qui permettent de pouvoir lisser une situation qui est compliquée sur l'été 20 et en travaillant aussi sur l'hiver 20, de permettre un aménagement des carnets, des décalages de livraison, pour tout ça rentre en ligne de compte pour permettre aux revendeurs physiques ou pure players de pouvoir passer cette situation dans les meilleures conditions possibles, en tout cas dans les moins mauvaises conditions possibles. Donc ça, c'est vraiment des points importants sur lesquels je pense l'ensemble de l'industrie travaille. Je pense qu'il faut néanmoins rester positif sur l'aspect outdoor. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les valeurs de l'outdoor sont extrêmement en phase avec les aspirations du consommateur. On savait avant cette crise que l'outdoor était quand même en progression, se développait de façon massive. Et ce qui est important maintenant de savoir, c'est que cette crise a amené les consommateurs à se poser des questions concernant leurs activités, le besoin de retour à la nature, et qu'on va dire que l'outdoor est quand même l'activité la plus en lien avec ses aspirations. Et donc, même si jamais le consommateur change, je pense que l'industrie de l'outdoor est quand même la mieux placée à l'heure actuelle pour coller à ses aspirations et pouvoir y répondre. Ça veut dire que je pense qu'il faut qu'on continue à alimenter le marché avec des innovations et des nouveautés, mais de façon mesurée, peut-être plus posée dans un premier temps pour éviter de créer cette obsolescence dont je parlais. Mais je pense que le consommateur va être très sollicité et qu'il est aussi de notre devoir en tant que marque dans l'outdoor d'alimenter ce marché avec de nouvelles histoires et de donner envie aux consommateurs de revenir, de repratiquer et de venir aussi bien dans les magasins que d'acheter auprès des pure players. Donc ça, c'est quand même, je dirais, reconduction de gamme, mais aussi introduction de nouveautés, parce que si on fait un marché qui est trop sclérosé, je pense qu'on risque de perdre cette dynamique positive qui était la nôtre depuis maintenant un certain nombre de saisons. Et je pense que l'outdoor a tout ce qu'il faut en main aujourd'hui pour pouvoir être le futur des consommateurs, parce que c'est vraiment les notions de retour à la nature, les notions de pratique à l'extérieur sont vraiment des notions très fortes qui vont émerger à la suite de cette crise. Donc ça, c'est la partie positive aussi au niveau de cette crise, c'est comment est-ce que l'outdoor va convertir ces nouveaux consommateurs et va les attirer pour plus de pratiques. Le dernier point pour moi qui est important, c'est toute la partie digitalisation, pour une raison simple, c'est que la façon dont on vendait les produits, que ce soit aux consommateurs ou que ce soit aux revendeurs, on va être obligé de la changer. Aujourd'hui, les mesures qui sont prises et sanitaires et dans les différents groupes n'autorisent plus à des réunions avec plusieurs personnes autour, les mesures barrières, les trafics, tout ça, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle situation. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on approche ça aussi bien en B2B qu'en B2C. Ça veut dire que globalement, il faut que l'ensemble des marques soient prêtes avec des outils digitaux pour pouvoir assurer le sell-in à venir. Et pour ça, sans trahir de secret concernant North Face, très clairement, aujourd'hui, on est en place pour pouvoir assurer ce sell-in de façon virtuelle. Et donc, c'est des outils qui vont devenir essentiels dans la période actuelle pour pérenniser la relation avec les revendeurs et surtout leur donner les moyens de pouvoir accéder aux produits
et des futures saisons à venir. Je pense que pour le consommateur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, il est omnicanal et il va aussi bien acheter dans des magasins physiques, à condition que les magasins physiques lui amènent tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire une expérience, une qualité d'information, de renseignement qui soit la plus forte possible. Mais vous avez aussi des consommateurs qui vont s'orienter de façon significative aussi sur le web. Donc, ça veut dire que ce marché-là, il va devenir encore plus omnicanal par rapport à ce qu'il était auparavant. Mais la nouveauté, c'est qu'avant, il était plus sur la partie consommateur, et là, maintenant, il va le devenir de façon presque obligatoire dans un premier temps sur la partie B2B. Donc, toutes les marques ou tous les gens qui ont quelque chose, entre guillemets, à vendre dans le cadre de leur business vont devoir développer, ou ont, j'espère, déjà développé ces outils afin de pouvoir commencer, parce que le selling de Springbank commence dans peu de temps, et qu'il est absolument nécessaire que nous puissions tous, en tant qu'industrie, offrir cette possibilité aux revendeurs de pouvoir acheter au travers de ces outils-là. Et ces outils doivent être qualitativement à un niveau suffisant, parce que l'habitude dans l'outdoor, et ça c'est très clair, alors il y a du hard goods et il y a du soft goods, hein, mais on va dire que sur la partie textile, il y a une notion de toucher qui est extrêmement importante, une notion de fit sur la chaussure aussi qui existe, et tout ça va être très compliqué à gérer aujourd'hui, parce que de toute façon tout l'aspect physique ne pourra pas se faire dans des conditions normales telles qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc vraiment, les conseils clés qu'on peut donner, c'est digitaliser au maximum votre approche pour pouvoir pérenniser votre business, préparer l'omnicanalité pour permettre de répondre aussi aux différentes attentes du consommateur. Et puis après, je pense que le marché de l'outdoor, pour moi, est un marché qui est solide, durable et en phase avec ses nouvelles aspirations aux consommateurs. Donc, je suis inquiet à cause du Covid, mais pas inquiet pour l'outdoor en général, parce que très clairement, c'est quelque chose qui s'inscrit, dans la durée, et deux, qui s'inscrit logiquement par rapport à cette évolution et à l'impact de cette crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Darine, est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, merci beaucoup Jérôme pour ta vision de la situation et puis les hypothèses sur comment avancer, notamment sur la reconduction des gammes. J'ai donc quelques questions au départ par rapport à la reconduction des gammes. Surtout, donc il y a Benjamin tout à l'heure qui pose des questions sur le pourcentage de présentation de nouveautés sur 2021. Les marques sont quand même, je dirais, obligées, ou c'est quand même dans leur intérêt encore de présenter des nouveautés, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est des notions de ratio, hein, c'est-à-dire que il y avait une course, pas effrénée, mais une course logique à l'innovation et à la nouveauté. Je pense que la prise en considération de la situation actuelle par l'ensemble des marques va amener à une réduction du nombre de produits nouveaux dans les gammes, et ça a deux vertus, hein. Ça a une vertu aussi de limiter l'obsolescence, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obsolescence des stocks en magasin, et permettre de pouvoir continuer à vendre ces produits-là, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Et après, de pouvoir sécuriser, on va dire, d'une saison sur l'autre,
portfolio de produits aussi au niveau des marques. C'est-à-dire que ça n'a pas seulement une vertu revendeur, ça a aussi une vertu au sein des marques qui peuvent comme ça gérer, on va dire, les stocks d'une saison à l'autre sans qu'il y ait une obsolescence. Donc c'est bon pour aussi bien les revendeurs que pour les marques, mais il ne faut pas dépasser non plus la dose prescrite parce qu'on a besoin que le consommateur soit toujours en éveil et attiré par l'industrie de l'outdoor. Donc il faudra toujours qu'on amène de l'innovation pour permettre mais de façon plus modérée qu'on l'a fait en tout cas jusqu'à présent dans la période qu'on vit à l'heure actuelle. Ok. J'ai une question de Johan Devaux qui dit bonjour, des gammes plus vertes, fabrication relocalisée. Quid de tout ça? Oui, alors je pense que ça c'est un sujet majeur, mais qui est à plus long terme parce que c'est pas en instantané qu'on peut résoudre ce genre de choses. Il y a l'approche déjà au sein des produits pour que nos produits soient plus verts et plus en phase avec les demandes et l'approche écologique qui se développe. Donc ça, c'est un travail qui est fait au niveau de chacune des marques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait, mais si vous êtes intéressé sur les sites, vous avez les informations. Mais je pense que toutes les marques de l'outdoor sont directement concernées par cet aspect empreinte carbone et écologique. Et donc, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait sur le recyclage, l'utilisation de matériaux plus nobles et moins polluants. Après, sur la partie réintroduction en Europe de production, je pense que ça, tout le monde y travaille et je peux vous dire que chez nous, on a déjà aussi une partie des productions qui ont été rapatriées sur l'Europe, sans dire que tout va revenir en Europe parce qu'il y a une réalité économique et aussi d'outils de production qui, je pense, aura du mal à permettre, on va dire, une évolution à 100% entre une production Asie qui était presque totale avant et une production européenne. Mais l'objectif est très clairement, et je pense que le consommateur va devenir de plus en plus sensible à ça quand même aussi. Et il l'est déjà. Ok, parfait. Une question de Giza McClary qui dit ne faudra-t-il pas remettre les saisons à leur juste date, été en mai-juin et hiver en octobre-novembre, par rapport aux livraisons dans les magasins? Alors, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui est sur la table et bon, alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions dans cette question, hein, puisqu'il y a déjà les productions, les plages de production, et aujourd'hui en instantané, c'est quasiment impossible de changer les timings. Par contre, c'est quelque chose auquel tout le monde réfléchit pour donner plus de durée de vie et arrêter d'anticiper, on va dire, de façon trop massive des saisons, parce que en fait, on se retrouve à livrer de l'hiver au mois de juillet, hein, pour être bien clair maintenant, ce qui paraît complètement anachronique par rapport à la réalité des choses. Par contre, je pense que ce qui aujourd'hui conditionne beaucoup la saisonnalité, c'est aussi la période de solde. Et je pense qu'il y a une réflexion de toute l'industrie et aussi avec le gouvernement sur est-ce qu'il ne faut pas à terme déplacer les soldes pour permettre d'avoir une durée de vie aux produits qui soit plus longue et donc de permettre de rallonger cette saison d'été. Aujourd'hui, ça commence à fin juin. Est-ce que les soldes ne devraient pas être à partir de fin juillet, par exemple, ou même le 15 août? Bon, ça, c'est quelque chose, c'est pas les marques qui peuvent décider. Je pense que et l'industrie et l'Outdoor Sports Valley peut influencer ou influer ça. Je pense que ça fait partie des questions qu'il faudra mettre sur la table, sachant qu'on ne peut pas être les seuls à gérer ça. Ça veut dire que ça doit être un peu une approche globalisée qui pourra permettre de rallonger ces saisons. Mais ça ne peut pas être traité marque par marque, ça doit être traité de façon plus globale par l'industrie. Ok, juste pour rebondir là-dessus, il y a donc par rapport à la production et la capacité vis-à-vis des plages de production en Asie, si on revient à une notion de saison à leur juste date, il y a Guilain Moncel qui pose la question reconduction des gammes et relocalisation France et Europe
Donc ça va faciliter l'aspect saisonnalité. Mais est-ce que le consommateur va accepter d'avoir un produit un peu plus cher, car c'est Europe ou France? Oui, alors le vrai problème, il est là, c'est que on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que si on pouvait tous produire localement ou en Europe, on le ferait. Après, l'élasticité des prix acceptés par le consommateur est pas forcément en phase avec ses aspirations. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve le moyen d'alignement entre cette envie et le réel mode de consommation et les critères de consommation. Pour information, en plus, la France est un pays qui est parmi les pays les plus sensibles à la notion de prix, avec une concurrence extrêmement pointue entre les revendeurs. On est un pays très très concurrentiel, hein, si on se positionne par rapport aux autres pays européens, à part l'Angleterre, on va dire, et c'est culturel. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de réfléchir quelle est la capacité du consommateur à accepter une augmentation de prix. Une étude avait été faite sur les produits, par exemple, recyclés. Le maximum qu'un consommateur était prêt à payer était de l'ordre de 8 à 10%, et encore, c'était une intention, ce n'était pas une réalité. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que ça doit faire l'objet concrètement d'une analyse pour mesurer la faisabilité et comment est-ce qu'on peut gérer ça, parce que c'est un sujet toujours très attrayant, mais pas forcément facile à mettre en place au regard du consommateur en général. Ok. Passons sur quelques questions sur la digitalisation. Donc, il y a Thibaut Barthez, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Tu as évoqué la digitalisation des points de vente. Comment The North Face compte le faire pour ses propres shops? Pour son propre réseau ou ses magasins propres? C'est différent. Ah, bah, pour Parce que là, il y a deux questions là. Il y a deux questions là. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense que aujourd'hui, on a globalement plusieurs réseaux de distribution. Hein. On a un réseau, ce qu'on appelle wholesale chez nous, c'est-à-dire tout l'ensemble des revendeurs, qui est la majeure partie de notre business aujourd'hui, qui sont des business qui peuvent être physiques ou des business digitaux au travers des pure players. Ensuite, on a des magasins en propre ou des magasins franchisés monomarques, hein, donc qui existent et avec lesquels on a des relations qui sont 100% à la marque. C'est des relations différentes en termes de fonctionnement. Et après, on a un site internet qui nous permet de pouvoir aussi assurer les ventes en direct auprès du consommateur. Je pense que maintenant, toutes les marques ont à peu près le même mode de fonctionnement. Si le sujet, c'est comment est-ce qu'on lie le réseau de distribution wholesale avec de la digitalisation sur la vente, je pense que c'est compliqué parce que les marques ne vont pas pouvoir digitaliser l'ensemble du réseau. Aujourd'hui, on a un réseau relativement vaste de revendeurs. Je pense que c'est plutôt aux revendeurs aujourd'hui de mettre en place l'omnicanalité, c'est-à-dire que vous voyez que les pure players ont ouvert des magasins physiques et vous voyez que maintenant les revendeurs physiques sont en train de se développer sur le web avec des sites de vente. Donc je pense que le croisement, alors il est à l'étude, mais compliqué en termes de gestion. Le plus simple et le plus rapide, il est très clairement de mettre en place au sein des magasins des solutions de vente digitalisée pour ceux qui ont l'envie de s'orienter vers cette omnicanalité, hein, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et ce qui n'est pas la panacée, parce qu'il faut faire attention. Hein. Tout le monde pense que le web, c'est facile et que les pure players, c'est très facile à gérer et extrêmement rentable. Je pense qu'il faut faire attention parce que je pense que les pure players ont pu en parler. C'est un travail de longue haleine, c'est des investissements extrêmement importants et ce n'est pas forcément des retours qui sont faciles à avoir. Ce n'est pas que c'est facile pour les magasins physiques, mais
voilà, ça paraît être simple, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et très clairement, je pense qu'il y a encore un gros avenir pour les magasins physiques qui auront la capacité à être vraiment connectés avec leurs consommateurs, à avoir des vraies expériences en magasin. Et là, les marques peuvent les aider à amener ces expériences et à développer des points de vente qui soient en phase avec les attentes des consommateurs. Donc ça, c'est là-dessus que nous, on travaille plus pour essayer de donner une vraie raison d'être aux magasins physiques vis-à-vis des réseaux plus pure player. Est-ce que c'est plus facile du coup à gérer tout ça avec les magasins propres de TNF? Bah, c'est plus facile, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas multimarque, donc ça permet de pouvoir décliner plus facilement des histoires. Après, certains revendeurs physiques avec lesquels nous sommes en relation, on arrive à faire exactement le même travail. Donc après, c'est plus une question de relation et d'envie entre le réseau physique et la marque. Il y a des gens qui veulent garder une autonomie intégrale et être plus enseigne que marque. Il y a d'autres vendeurs physiques qui veulent utiliser la force de frappe des marques au sens positif en se connectant avec les consommateurs. Après, c'est une question de choix, c'est une question de stratégie propre à chacun des magasins et évidemment, nous respectons l'ensemble des stratégies. Mais quand il y a des opportunités de développement de choses, je pense que c'est de pouvoir se connecter avec le consommateur, je pense que ça fait partie des points d'évolution, en tout cas de la distribution physique pour le futur. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs avec les pure players, où on développe aussi des histoires. Maintenant, ce n'est plus une notion de vente de produits. Je pense que le consommateur aujourd'hui, il attend plus que la vente d'un produit. Il veut une adhésion à une marque, il veut que ce soit au-delà d'un produit, parce que le produit seul ne suffit plus maintenant à attirer un consommateur. Ok. Pour revenir sur il y a Armel Dro qui pose la question, donc ou une réflexion, comment passer de l'expérience client, donc événement test terrain, que ce soit en B2B ou en B2C, à une expérience à distance, sans toucher, sans échanger, sans tester. Le virage semble difficile à prendre. Donc comment, en tout cas dans cette situation sanitaire dans laquelle on se trouve, comment faire ça à distance, ou comment ça s'est, sans dévoiler les secrets d'État, comment ça s'est passé jusque-là pour TNF à distance? Il y a deux. La contact physique ne se fera pas chez North Face pour Spring 21, le groupe ne le permet pas et je pense qu'on n'est pas le seul groupe, tout le monde va prendre les mêmes décisions. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, on a réfléchi à la façon de virtualiser notre approche produit, notre storytelling, comme on dit habituellement. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est au travers de vidéos, au travers de testimonials d'athlètes, d'utiliser au maximum l'ensemble des outils dont on dispose aujourd'hui et des forces vives, entre guillemets, parce que aujourd'hui, quand on utilise nos athlètes qui ont fait des expéditions, et je pense que toutes les marques ont des teams importants, je pense que la voie, elle va passer par d'autres canaux, entre guillemets, et d'utiliser pleinement les athlètes, de préparer en amont toute la partie vidéo, de mettre en place potentiellement des présentations showroom virtuelles sous forme de vidéo. Tous ces éléments-là vont contribuer à limiter l'impact de cette relation, de ce manque de relation physique. Et après, je pense que pour être clair, ce schéma-là, il était déjà en discussion dans l'industrie avant la crise du Covid. C'est-à-dire que globalement, le schéma de vente, il va devoir et il devait déjà évoluer de toute façon, même avant la crise qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, là, on passe dans une phase, pour moi, d'accélération et d'obligation. Avant, on était sur la phase optionnelle préparation. Là, maintenant, on est presque dos au mur et je pense que toutes les sociétés vont devoir utiliser tous les moyens virtuels et digitaux pour pouvoir faire le même travail qu'elles faisaient avant. Mais ça veut dire qu'on va devoir
avoir la même qualité d'outils que celle qu'on avait quand on était traditionnellement dans un showroom. Donc là, il y a un travail de fond qui va devoir être fait et pour optimiser tous ces outils. Ok, pour rebondir sur cette question, ta réponse, Benjamin, il demande s'il existe des solutions de selling digital, showroom virtuel, catalogue dématérialisé, des espaces de discussion. Est-ce que c'est accessible aux PME ou TPE qui aujourd'hui ne sont pas forcément équipés? Oui, alors aujourd'hui le problème c'est que c'est plus facile de le dire quand on est groupe avec un développement interne. Par contre, j'imagine que dans l'audience, il y a pas mal d'agences qui aujourd'hui sur l'événementiel et sur un certain nombre de choses sont un peu dans l'embarras parce que aujourd'hui c'est compliqué de faire des choses. Ça fait partie, moi, des éléments, et aussi l'OSV doit contribuer pour les marques qui n'auront pas la possibilité de permettre de trouver des solutions de ce type-là. Alors après, est-ce que ça peut être mutualisé? Je pense qu'il y a des réflexions sur des plateformes de selling où ça pourrait être globalisé pour les marques qui n'ont pas la capacité à le développer par elles-mêmes. Voilà, ça fait partie, moi, des éléments qu'on avait discuté la dernière fois à l'OSV, et je pense que c'est tout support de gens spécialisés là-dedans, parce que je ne suis personnellement pas spécialisé dans ces outils, donc je préférerais que les personnes qui ont la connaissance puissent répondre à cette question. Mais moi, la mutualisation dans le cadre de l'OSV ou d'autres cadres, avec une option clé en main pour les sociétés qui n'ont pas la possibilité de pouvoir développer, pourrait être une solution tout à fait recommandée. Du coup, ok, merci. On revient sur la production en Europe. Une question de Eric Rasoli. On parle de sensibilité du consommateur aux tarifs produits et à la difficulté de conserver les tarifs si au retour de la production en Europe. Mais quel est l'impact du coût marketing ou pub sur le tarif du produit? Et ne doit-on pas rationaliser le budget communication afin de contenir les tarifs produits? Alors, grande et belle question. Je dirais par contre qu'il faut faire attention parce que le marketing est généralement la variable d'ajustement dans les sociétés, puisque c'est ce qu'on peut toucher le plus facilement. Par contre, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, l'outdoor est là où elle est, en tout cas avant la crise, grâce ou à cause des investissements lourds qui ont été faits par les différentes marques dans le cadre des événements consommateurs, dans le cadre de la communication, dans le cadre de notre présence sur tous les réseaux sociaux. Je veux dire, on n'est pas nous, mais en général l'industrie de l'outdoor. Et ça, je pense qu'il faut faire attention parce que si on enlève trop la partie marketing, je pense qu'on va paupériser l'attractivité de l'outdoor et qu'il est important de savamment doser cette variable d'ajustement par rapport aux autres dont on dispose. Pour répondre à la question, oui, aujourd'hui, une production made in Europe ou une production made in France a incontestablement une valeur ajoutée. Par contre, je pense que les patrons de marque ou ceux qui connaissent l'équation économique seront conscients du fait que je pense qu'il est pas réaliste dans un premier temps d'envisager massivement des rapatriements de production sans avoir un impact qui soit majeur, voire même critique par rapport aux consommateurs. Ça veut dire que encore une fois, je pense que c'est comment est-ce qu'on va positionner les curseurs, comment est-ce qu'on va marketer cet aspect retour aussi pour que ce soit considéré comme une vraie valeur ajoutée consommateur, comme on peut le faire sur les produits recyclés maintenant. Voilà. Si on arrive à manager tout ça proprement, je pense qu'on peut augmenter au fur et à mesure, ou on pourra augmenter au fur et à mesure le rapatriement de produits. Par contre, de dire qu'on va prendre je pense que 95% de la prod est faite en Asie en ce moment, et de dire qu'on va passer à 50 l'année prochaine, je pense que c'est utopique et pas réaliste. D'abord, les outils ne le permettent pas et l'économie ne le permettrait pas non plus. Ok.
Repassons au côté numérique. La distribution sur Marketplace et e-tailer, donc c'est une question de Thomas Santenac. La distribution sur Marketplace et e-tailer est-il un passage obligé pour les marques? Et je dirais même, je rajouterais pour les TPE et PME dans la situation d'aujourd'hui où si ils n'ont pas de vente sur Internet, est-ce que c'est une obligation? Alors, c'est une question compliquée et qui est gérée par marque. Certaines autorisent la présence sur des marketplaces, d'autres non, je ne citerai pas les noms. Je pense que il faut faire attention à quel marketplace pour pas que ça devienne le marché devienne totalement incontrôlé. Je pense que ce qu'on a vécu sur l'explosion d'un certain nombre de marketplaces a amené à se poser un certain nombre de questions sur aussi la qualité du message qu'on envoyait aux consommateurs et que aussi il fallait pas transformer la marketplace en un terrain de boxe général pour tous les revendeurs qui pouvaient s'exprimer là-bas. L'objectif, c'est de donner accès à cette omnicanalité, mais par contre, il faut que ça se fasse dans un cadre raisonné et raisonnable pour pas que ça devienne la foire d'empoigne, parce que ce qu'on sait très clairement, c'est que les marketplaces sont génératrices de vraies problématiques de positionnement et l'approche qualitative sur certaines n'est pas du tout au niveau escompté. Ça ne sert à rien de mettre en place des choses extrêmement élaborées d'un côté sur l'aspect digital, si de l'autre côté on laisse tout se faire. Et je pense que toutes les marques aujourd'hui ont pris conscience de la nécessité de filtrer un peu les choses et de guider en tout cas les revendeurs ou de donner en tout cas une opinion sur la présence ou pas dans le cadre de ces marketplaces. Ok, Benjamin, il réagit en demandant, donc justement ce que tu disais, si on est peu connu, est-ce qu'il est qualitatif de s'exposer sur une marketplace? Une marque peu Je connue. dirais tout dépend. Je dirais tout dépend. Si on est connu ou si on n'est pas connu. Non, J'ai non, pas compris la question. non, est-il qualitatif de s'exposer sur une marketplace quand on est une marque peu connue? Ah, peu connu. Alors après, je pense que il y a certaines marketplaces qui sont qualitatives et il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que là-dessus, mais je crois que très honnêtement, c'est à chacune des marques de faire l'analyse. Aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit la marque elle va direct sur la marketplace, mais il faut aussi qu'elle soit à même de pouvoir répondre au service derrière. Soit leur vendeur tiers va sur la marketplace et vend les produits de la marque. Et là, c'est à la marque de décider si elle autorise ou pas et sur quel marketplace potentiel le revendeur peut aller. Donc après, on ne peut pas généraliser parce que je pense qu'il y a marketplace et marketplace. Simplement, je pense que l'outdoor doit faire attention à ne pas devenir un produit trop vulgarisé au sens négatif du terme par une approche distribution exhaustive tout azimut, et ça c'est un des risques si jamais on laisse tout filer, quoi. Ok. Il y a Nathan Collomb qui pose la question. Donc, tu parlais de déstocker les produits hiver en été. As-tu prévu de favoriser les canaux de déstockage comme les outlets en propre ou de e-vente privée? Non, après c'est encore une fois, hein, bon, la situation, elle est un peu. Ce que connaissent les revendeurs, les marques aujourd'hui les connaissent. Hein. On porte le stock aujourd'hui, un stock qui ne va pas être vendu, donc je peux pas, et personne ne peut préjuger de la façon aujourd'hui dont on va gérer. Par contre, c'est pas du tout une stratégie d'augmenter. Alors, chaque marque peut avoir son réseau d'outlets, sa propre approche des marques, des gros sites de déstockage. Je ne prendrai pas position parce que ça, c'est chaque marque qui gère sa façon de travailler sur ces sujets-là. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un axe majeur parce qu'on sait que de toute façon, ça pose ultérieurement des problèmes. Donc, c'est pas une stratégie qui est une stratégie constructive, en tout cas pour le futur, quoi. Ok.
Mais on va devoir gérer nos stocks tous, hein, parce que quand on accepte toutes les annulations, il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on en fasse quelque chose, hein. Je préfère être clair. Ok, du coup, ça m'emmène, on va poser une toute dernière question. Donc, question de stock lors du webinaire de Thomas Rouault, on avait parlé de difficulté de prévoir ce qu'on veut acheter ou ce que le consommateur va acheter comme quantité un an à l'avance. Si on parlait 4 saisons, donc 2 saisons intermédiaires avec une production Europe, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher? C'est une question qui est posée par Geza Makler. Ouais. Alors, si vous voulez, j'étais dans une autre société qui faisait 4 saisons auparavant dans le textile, et je peux vous dire que les 2 saisons intermédiaires, elles étaient extrêmement difficiles et que c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que ça crée plutôt 4 risques de stock au lieu de 2. Je suis pas, personnellement, je serais pas super fan de ça. Plutôt travailler sur l'optimisation des gammes, encore une fois, travailler sur la création de la demande auprès du consommateur. Le plus important, c'est en fait qu'on fasse venir les consommateurs et qu'ils achètent des produits qu'on aura mis en magasin ou sur les sites qu'on aura choisi pour les vendre. Donc, je veux dire, c'est le rôle d'une marque, c'est vraiment plus de créer de l'attractivité et de la demande. Le rôle du réseau de distribution est de répondre à cette attente du consommateur et de venir acheter le produit chez lui. Donc, je suis pas sûr que les 4 saisons soient la solution optimale pour l'avoir vécu, et pas mal de sociétés, on va dire, sont un peu revenues là-dessus. Il y en a qui ont du automne, hiver, printemps, été, et globalement, ça génère pas mal de soucis en prod, de stock en magasin, et à moins d'avoir des très très fortes rotations, ce qui n'est pas encore notre cas dans le cadre de l'outdoor par rapport au prêt-à-porter, par exemple, si on prend ça, on n'est pas dans la même typologie d'industrie pour nous permettre encore d'arriver à ce type de fonctionnement. Ok. Ok, voilà, bon, c'était la dernière question. Est-ce que tu as un dernier mot que tu auras envie de dire ou d'exprimer à l'audience? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, même si on vit une période très difficile, nous avons la chance par rapport à d'autres industries d'être sur un créneau qui est complètement en phase avec ses attentes consommateurs. La notion, alors communauté qu'on vit en digital, mais pas forcément en physique encore aujourd'hui à nouveau, mais ça va le faire à terme. Le retour à la nature, des valeurs réelles, tout ça sont des éléments qui sont des éléments fondamentaux de l'outdoor en règle générale. Je pense qu'avec l'OSV, il y a un travail de fond aussi sur la dynamisation de la pratique, et plus on mettra de gens à la pratique outdoor, et il y en a tellement de la pratique outdoor, hein, puisque ça intègre le ski, le running, la balade, je veux dire, il y a plein de choses, l'eau, je veux dire, l'outdoor, c'est tout ce que le consommateur attend aujourd'hui. Donc moi, mon message, il est peut-être qu'on vit une période compliquée, mais je suis convaincu fondamentalement qu'on va être les premiers à sortir du guet parce qu'on répond vraiment aux attentes de nouvelles du consommateur et qui vont s'amplifier dans la période à venir. Donc c'est un message positif et un message d'espoir à court moyen terme. Voilà. Merci beaucoup, ça fait du bien d'avoir un petit message qui contient de l'optimisme et du positivisme. Donc merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, Jérôme. Merci à vous Merci à tous vous. d'avoir été présents. Je vous rappelle que vous recevrez dès demain via mail GoToWebinar l'accès au replay de cette séance. Et puis notre prochain Insight OSV aura lieu dans les 15 jours à venir. D'ici fin de semaine, nous vous enverrons les informations clés sur la date exacte, l'horaire et le sujet et l'intervenant. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à tous et puis prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir à Merci Jérôme. tous. Au revoir.